Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Au cours du XVIIIe siècle, grande époque du romantisme et du mysticisme évidemment, le rapport à la mort bascule. Une nouvelle piété s'installe dans les classes populaires comme dans les classes aisées. On ne contemple plus tellement sa propre mort que celle des autres, qui fascine et qui effraie à la fois. À Rome, dans la crypte de l'église Santa Maria della Morte, évidemment, dont le nom dit bien les choses, à Rome, un ossuaire monumental est érigé au milieu du XVIIIe siècle. L'œuvre, qui s'étale sur 6 pièces, a été composée à partir des os d'environ 4000 frères capucins recueillis sur 3 siècles. Des centaines de crânes, de côtes et de tibias sont agencés pour former des courbes baroques, des fleurs et des autels somptueux. La mort est retirée de la vie ordinaire et devient spectaculaire. Elle hante aussi la plume des grands écrivains comme Alphonse de Lamartine, Charlotte Brontë et bien sûr le poète Charles Baudelaire qui flirte sans cesse avec elle dans Les Fleurs du Mal. Écoutez donc ce sonnet intitulé « Les deux bonnes sœurs » que vous connaissez certainement. La débauche et la mort sont deux aimables filles, prodigues de baisers et riches de santé, dont le flanc toujours vierge et drapé de guenilles, sous l'éternel labeur, n'a jamais enfanté. Aux poètes sinistres ennemis des familles, favoris de l'enfer, courtisans mal tentés, tombeaux et lupanards montrent sous leur charmille un lit que le remords n'a jamais fréquenté. Et la bière et l'alcôve, en blasphème féconde, nous offrent tour à tour comme deux bonnes sœurs de terribles plaisirs et d'affreuses douceurs. Quand veux-tu m'enterrer, débauche, aux bras immondes? Ô mort, quand viendras-tu, sa rivale en attrait, sur ces myrtes infectes, enterre tes noirs cyprès? C'est bien écrit quand même, c'est difficile de reprendre derrière, mais du côté de la science, l'anatomie devient une véritable obsession qui fascine autant l'esprit des médecins que des amateurs. La pratique de la dissection est en train de se populariser et de plus en plus de dissections sont réalisées en dehors des amphithéâtres. Dans l'encyclopédie de Diderot, on se plaint d'ailleurs des amateurs aisés qui s'accaparent les cadavres disponibles et en privent les médecins pour s'exercer chez eux. En parallèle, de nouvelles recherches sur la dangerosité de la putréfaction émergent. En 1778, le médecin Félix Vic d'Azir publie un essai intitulé « Danger des sépultures ». Et comme son titre l'indique, le recueil décrit le pouvoir d'infestation contagieuse des cadavres et les foyers de gaz toxiques qui s'en dégagent dans les tombes. Sa découverte permet de lutter contre la superstition religieuse encore très prégnante dans la société concernant la mort. Au début du XVIIe, la médecine se mêlait encore beaucoup à l'alchimie et à l'astrologie et donnait de la légitimité aux phénomènes surnaturels. Par exemple, en 1709, le médecin de confession luthérienne, Garman, publiait un ouvrage tout à fait étonnant sur les cadavres. Dans l'un de ses chapitres intitulé « Des sons émis par les cadavres dans leurs tombeaux semblables à ceux des porcs en train de manger », c'est bien le titre, Garman nous fait part de l'observation suivante, je cite. « Avant l'attaque d'une épidémie mortelle, là en fait il fait référence à la peste, des défunts enterrés en particulier du sexe faible dévorent leurs suaires et leurs vêtements funèbres en poussant un cri aigu pareil à celui des porcs quand ils mangent. Ils les sucent, les mangent, les dévorent, les avalent tant qu'ils peuvent. » D'après Garman, ces phénomènes macabres sont l'œuvre du diable. C'est bien lui qui se réincarne dans la peau des cadavres et qui dévore les linceuls des morts. Ce récit reflète la croyance populaire selon laquelle le cimetière est un espace habité par le diable contre lequel les sépultures devaient être protégées à travers des rituels de bénédiction. À cette époque, de nombreux écrivains humanistes avaient pour tendance à inculper les sorcières et les forces du mal lorsqu'il s'agissait d'interpréter des faits divers troublants. On recense d'ailleurs une quantité étonnante d'incidents liés à la manipulation de cadavres à cette période. Vous retrouverez tout ça dans l'émission sur les sorcières, évidemment. Un drame bien curieux s'est par exemple produit dans la ville de Montpellier au cours de l'été 1744. Vous avez un moine qui s'est effondré en ouvrant le caveau des frères pénitents pour y descendre le corps d'un confrère défunt. À peine était-il descendu dans la cave qu'on l'avait vu s'agiter de mouvements convulsifs, écrit un moine. Un autre moine pénitent qui était venu le secourir avait perdu la respiration en descendant et avait été repêché de la fosse à demi-mort. Ainsi, de nombreux moines s'étaient succédés, tentant en vain de ressortir leur premier confrère du tombeau.
Plusieurs d'ailleurs y ont perdu la vie. Cet épisode, comme beaucoup d'autres, constat de mort subite due à une exposition aux odeurs pestilentielles des cadavres, avait renforcé les superstitions manichéennes. Mais pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, les médecins ont commencé à rejeter la science humaniste des cadavres et à démêler le factuel du fictif. Dans la société, le rapport entre le mourant et sa famille s'est progressivement métamorphosé. Jusqu'au XVIIIe, l'individu qui mourait se chargeait personnellement de rédiger son testament. Il y explicitait à qui revenaient ses biens, mais s'exprimait librement aussi sur sa foi religieuse, son amour pour ses proches et pour Dieu, et y indiquait les décisions qu'il avait prises pour assurer le salut de son âme. C'était une façon d'asseoir ses convictions avant de quitter le monde et d'engager l'Église à faire respecter ses volontés post-mortem. Souvent d'ailleurs par peur que la famille ne s'en charge pas, évidemment. À partir de la moitié du XVIIIe siècle, cette tradition disparaît et le testament devient ce qu'il est aujourd'hui, rien d'autre qu'un document laïque qui détaille la distribution des fortunes du défunt. Vous avez l'historien Michel Vauvel qui apparente ce phénomène à une déchristianisation globale de la société qui commence d'ailleurs à cette époque-là, effectivement, XVIIIe siècle, deuxième moitié du XVIIIe siècle. Philippe Ariès, quant à lui, y devine le signe d'un rapport affectif renforcé entre le mourant et ses proches, à qui il accorde une nouvelle confiance, si vous voulez. En parallèle, la population commence à se soucier de ce qu'on appelle les miasmes moribonds qui émanent des fosses publiques et des sols des églises saturés de cadavres en putréfaction. Ça devait être une horreur, en fait, à cette époque-là. Pour rendre aux morts leur dignité, de plus en plus de familles tiennent à enterrer leurs proches à proximité de leur foyer ou leur rendre visite au cimetière régulièrement dans un espace dédié. Et vous avez là un nouveau culte qui s'instaure, le culte des tombes qui se supplante au culte religieux. Les vivants désirent désormais se rendre au lieu exact où un corps a été déposé et veulent que la famille puisse s'approprier l'espace. La concession de sépulture devient une certaine forme de propriété qui dure encore aujourd'hui. À la fin du règne de Louis XVI, le vieux cimetière des Innocents, qui servait depuis plus de 500 ans, est entièrement rasé et reconstruit dans la plus grande indifférence d'ailleurs de la population. Ça se passe à Paris, bien sûr. Les pouvoirs publics s'étaient décidés, pour vous donner une idée, c'est à côté des Halles, les pouvoirs publics s'étaient décidés à agir sur les problèmes de contamination de la ville. En mai 1765, la mairie de Paris ordonne le transfert des cimetières hors de la ville. Et comme ça, vous avez pendant 2 hivers consécutifs, de 1785 à 87, plus de 10 pieds de terre infectés de débris de cadavres qui sont retirés du cimetière des Innocents et plus de 20 000 cadavres sont exhumés des fosses communes. Les ossements sont ensuite transportés aux carrières de Paris, baptisées catacombes. L'hygiène semble définitivement avoir vaincu le souci de piété du peuple. Après la Révolution, de nombreux nouveaux cimetières vont émerger au-delà des frontières de la capitale. Vous avez le cimetière de Montmartre, le cimetière du Montparnasse, le célèbre cimetière du Père-Lachaise, bien sûr. Et évidemment, les autorités publiques n'avaient pas anticipé une chose, c'est la rapidité à laquelle Paris allait s'étendre en fait au cours des décennies suivantes, allant bien au-delà des cimetières et donc du coup, de fait, le cimetière revenant donc dans la ville. Ces nouveaux espaces se veulent spacieux, agréables pour permettre aux familles de s'y promener et s'y recueillir en toute tranquillité. Cette séparation symbolique des cadavres de la vie urbaine et l'individualisation des sépultures est à l'image de la nouvelle ère industrielle. C'est le début tout simplement de la pensée hygiéniste, individualiste. Les grandes villes industrielles sont entièrement remodelées. Paris subit déjà une transformation radicale au cours des années suivantes sous le Second Empire. Les travaux grandioses d'Haussmann permettent la création de canaux et de grandes avenues pour faciliter la circulation de l'air et de l'eau, et les chantiers d'équarrissage de Montfaucon au nord de la ville sont fermés définitivement.